Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être parmi nous ce matin pour cette session où on va parler de l'avenir de l'agriculture. L'agriculture à la fois donc avec ce prisme français et européen, de la façon de redonner cet avenir aux productions agricoles françaises. On aura bien sûr des questions avec vous à la fin de cette session que je suis ravie d'animer. Je me présente rapidement. Je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Alors, cette session, dans quelques instants, elle sera introduite par Akiko Souwa-Ezenman, qui est directrice de recherche à l'INRAE, présidente du groupe d'experts pour le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, membre également du Cercle des économistes. Nous avons également le plaisir d'accueillir Thierry Blandinière, qui est à ses côtés, qui est directeur général d'InVivo, Gabriel Alperne, ici même, donc philosophe. Vous venez d'écrire ce livre que j'ai dans les mains, « Créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain » chez Fayard. Vous avez également écrit « Cuisiner, philosopher et cuisiner » avec Guillaume Gomez aux éditions de l'Aube. Et puis vous avez été choisie pour être marraine des Journées nationales de l'agriculture qui ont eu lieu en juin dernier. Également, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Mauguin, qui est président directeur général d'INRAE. À côté de lui, donc au centre, c'est Olivier Péqueux qui est avec nous, président de Groupama Asset Management et directeur financier du groupe. Et à côté de moi, j'ai le plaisir donc de vous présenter Nadia Samutz, qui est chef de cuisine à l'auberge La Fénière. Cette auberge, elle se situe à Lourmarin, dans le Luberon. Alors, vous avez une étoile Michelin rouge et une étoile verte pour votre cuisine qui est sans gluten, végétale et de territoire. On va en reparler. On va démarrer tout de suite avec la présentation de notre thème, donc je vous le disais, par Akiko Souwa-Ezenman. Vous allez nous parler justement de ces défis de l'agriculture aujourd'hui, dans un contexte, on le sait, quand même assez complexe avec tout ce qui se passe au plan législatif et justement la fameuse loi du plomb qui a été examinée par le Sénat et qui sera à nouveau à l'Assemblée nationale prochainement. On vous écoute. Merci, bonjour à tous. Donc cette loi du plomb, elle est présentée par ses opposants comme un retour en arrière. Réintroduction d'un néonicotinoïde, autorisé en Europe jusqu'en 2033, mais interdit en France depuis 2018. Relèvement des seuils au-dessus desquels les élevages de grande taille doivent être soumis à une évaluation environnementale. Méga-bassines déclarées comme d'intérêt général majeur. Cette loi est la loi d'orientation sur la souveraineté alimentaire et agricole adoptée en mars, veulent répondre aux révoltes des agriculteurs de 2024, leur volonté d'obtenir un revenu suffisant et digne et d'assurer le renouvellement des générations. Le secteur agricole et agro-industriel en France, c'est un paradoxe. 5% seulement, entre guillemets, du PIB, mais si important pour notre vie quotidienne. 5e exportateur mondial, mais aussi 6e importateur mondial. L'agriculture, c'est aussi le plan social dont on ne parle jamais. Le nombre d'exploitations, 390 000 aujourd'hui, a diminué de 40% en 20 ans. Parmi ces exploitations, un tiers dégage un chiffre d'affaires de moins de 25 000 € par an, d'où l'importance d'un revenu complémentaire non agricole et du soutien de la politique agricole commune. L'agriculture européenne fait face à plusieurs défis que présente un numéro récent de la revue Mermoz qui est disponible sur le site du Cercle des économistes. L'agriculture doit atténuer les effets du changement climatique, contrer la perte en biodiversité, la dégradation des sols, réduire les effets néfastes sur la santé et l'environnement des pratiques agricoles intensives, améliorer le bien-être animal et faciliter l'accès de tous à une alimentation saine à des prix abordables. La pandémie du Covid puis la guerre en Ukraine ont remis à l'ordre du jour la question de la souveraineté alimentaire et européenne en montrant notre dépendance pour quelques intrants clés fournis par un petit nombre de pays. De plus, la France est confrontée à la concurrence des autres grands pays producteurs européens. Dans un monde complexe, les politiques ont plus que jamais besoin de la science. Et le groupe d'experts des Nations Unies que je préside, le HLPE, l'équivalent du GIEC pour l'alimentation, écrit des rapports sur la sécurité alimentaire. Et donc, comme on le voit, les défis sont multiples et certains de ces défis semblent contradictoires.
Comment augmenter la capacité de production européenne alors que l'on sait que préserver l'environnement, ça passe par sans doute des rendements inférieurs? Comment être compétitif alors que l'on veut augmenter le revenu des agriculteurs? En outre, l'agriculture elle-même est très diverse. Certains diraient même très inégalitaire entre des grandes exploitations tournées vers l'exportation et misant sur la compétitivité prix et des petites exploitations bio en circuit court. Le secteur agricole lui-même est pris en étau entre le pouvoir de marché des fournisseurs d'intrants et celui des acheteurs de récoltes. Ces défis, ces choix sociétaux nous concernent tous. Quel avenir pour les agricultures françaises et européennes? Sommes-nous pris dans des objectifs irréconciliables? Et je remercie nos panélistes pour nous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup, Akiko. On peut l'applaudir. Merci. Alors justement, donc peut-être un premier tour de table pour voir comment vous réagissez les uns et les autres par rapport à ce constat donc fait par Akiko, ce constat aujourd'hui d'une apparente contradiction finalement avec cette volonté d'aller vers une agriculture et une alimentation à la fois plus saine, plus durable, et en même temps ce contexte où on a peut-être l'impression d'un certain recul sur le front des avancées en matière environnementale. Thierry Blandinière. Bonjour à tous. D'abord, merci à Kiko parce que c'est vraiment un résumé de situation parfait. Tout a été dit. Tout a été dit, le constat est posé. La question maintenant, c'est comment les acteurs économiques peuvent s'emparer de la question pour apporter des solutions. On aura l'occasion d'y revenir. Mais peut-être un mot sur la loi du plomb aujourd'hui, qui est perçue comme un recul. Nous, on l'aperçoit plus comme une reprogrammation, un reset de la transition, qui intègre un nouveau paramètre qui avait été oublié, la souveraineté alimentaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut arriver à le présenter. La souveraineté alimentaire, c'est essentiel. Il faut qu'on arrive à démontrer qu'on peut produire plus, mieux et durable, mais ne pas désarmer sur la production agricole française et européenne. Et donc, du coup, il faut reprogrammer une trajectoire de transition qui prend en compte peut-être les défauts de la première loi qui avait un impact considérable. Le Green Deal, on n'avait pas mesuré l'impact considérable sur la baisse de production européenne et française. Et donc, du coup, derrière ça, c'est des importations et importer plus de carbone, plus de produits qui ne respectent pas les normes européennes. Donc, d'où les injonctions contradictoires dont on a parlé. Et donc, il faut arriver à se projeter pour intégrer le fait que maintenant, on peut limiter nos importations, produire plus en Europe. Et s'agissant des importations, puisque maintenant la mode est au droit, aux taxes et aux tarifs, peut-être réfléchir à une taxe pour les produits importés qui ne respectent pas les normes environnementales européennes. Et donc, du coup, il ne s'agit pas d'une taxe importante, mais l'idée, ça serait d'avoir une petite taxe, vous savez, quelques pourcents, pour envoyer un message au monde, pas créer d'inflation, bien sûr, en France, mais créer un message très fort qui nous permettrait de dire l'Europe crée son propre modèle et se protège sur son propre modèle. Thierry Mauguin, vous êtes d'accord justement, Philippe Mauguin, pardon, vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Thierry Blandinière? C'est une sorte de reset. Pour vous, comment est-ce qu'il faut évoluer dans ce contexte apparemment paradoxal? Ce qui est effectivement, bonjour à toutes et tous, ce qui est compliqué, Akiko l'a bien dit dans son introduction, c'est qu'on est dans un secteur économique, l'agriculture, qui est à la fois vital pour l'humanité. On va dire, l'alimentation, ce n'est pas un produit comme les autres, produit à partir du vivant par des millions d'agriculteurs ou des dizaines de millions d'agriculteurs à l'échelle de la planète, dans des conditions agroclimatiques extrêmement variées et qui est soumis à une concurrence assez généralisée. Bon, on n'a pas le temps de revenir sur l'histoire de ce qui s'est passé dans les cycles de l'OMC, mais ça a été longtemps des marchés protégés à l'échelle des régions, de l'Europe, mais des États-Unis aussi. Et ça s'est on a progressivement ouvert aux échanges avec un intérêt, une justification économique, d'améliorer les échanges, la compétitivité. On a beaucoup moins de niveau de protection aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on est dans une situation paradoxale où il y a un consensus des experts sur le fait qu'il faut changer de modèle agricole. Les modèles agricoles de la France, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie ne sont pas soutenables à l'horizon des 20 ou 30 prochaines années. Les projections du GIEC, celles de l'IPBES sur la biodiversité, le travail que fait Akiko avec ses collègues le montrent. Donc, il y a un impératif à bouger. Les systèmes d'aujourd'hui ne sont pas vivables, ne sont pas durables. Mais on est dans une compétition qui est généralisée. Les marges des acteurs économiques sur à peu près tous les marchés sont extrêmement petites. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas d'incitation à bouger. Donc, ce qui se passe finalement pendant les crises agricoles,
de l'Europe et de la France révèle ces niveaux de tension. Les agriculteurs européens disent mais pourquoi on nous demande de baisser l'utilisation des produits phytosanitaires plutôt positifs à terme pour la santé humaine et pour celle de l'environnement, alors que nos collègues et compétiteurs du Mercosur ou de l'Asie en utilisent 1,5 fois plus. Et c'est vrai, et on a des travaux d'INRAE qui l'ont montré, que quand on regarde les céréales consommées par les citoyens européens en 2024, la part des céréales importées d'Amérique, d'Asie, a un contenu en phytosanitaire. Ça ne veut pas dire que les pesticides sont dedans, mais les facteurs de production qui ont permis de les produire, qui est 1,5 à 2 fois plus important que les céréales produites en Europe. Donc il y a bien à la fois, et on l'avait déjà montré sur le carbone, un bilan carbone qui est plus important pour des productions agricoles qui sont faites dans les pays tiers. Ce n'est pas toujours le cas, mais en moyenne c'est vrai, entre l'Europe et le reste du monde. Donc c'est vrai pour le carbone, c'est vrai pour les produits phytosanitaires. Donc dans ce contexte, les agriculteurs européens ont dit depuis 2 ans, il y en a marre, le Green Deal, ce n'est pas du tout réaliste, on nous empêche de produire, etc. Donc la Commission européenne a rétropédalé. Là, ce qui se passe en France avec le projet de loi du sénateur Duplon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les agriculteurs français ont dit oui, mais alors les néonicotinoïdes sont globalement interdits en Europe, il en reste un qui est autorisé, l'acétamipride. Mais il n'est pas autorisé en France, on veut pouvoir l'utiliser. Sur l'accès aux bassines d'eau, sur l'extension des élevages, on a des normes françaises qui sont un peu plus sévères que les normes européennes, c'est pas bien. C'est ça, c'est l'idée de dire on voudrait être traité finalement de la même manière. On veut tous être traités de la même manière, et je le comprends à la fois dans les revendications, ce n'est pas tous les agriculteurs qui l'ont demandé, mais une partie l'ont demandé, et on peut comprendre dans ce moment de tension extrême qu'une partie des parlementaires ait suivi ce mouvement. Après, ce qu'on peut dire en tant que scientifique, est-ce que ces solutions sont durables et permettent de préparer l'agriculture française à l'horizon des 20 prochaines années? La réponse est non. Donc ça prouve qu'il faut peut-être en passer par là à un moment donné pour rétablir des conditions de concurrence plus ou moins dégradées à un niveau homogène, mais ça ne résout pas le problème. Il faut qu'on change les systèmes de production, il faut que le marché se mette en branle. Et il y a des exemples positifs, on y reviendra peut-être, voilà, qui montrent que les acteurs peuvent bouger et qu'on a des moyens de la recherche qui vont permettre d'avancer. On l'abordera donc quand on va parler des solutions. On continue ce tour de table justement avec vous, Olivier Péqueux. Alors chez Groupama, en tant qu'organisation professionnelle agricole, premier assureur du monde agricole en France, vous dites qu'il faut surtout finalement contribuer à conforter notre souveraineté alimentaire à la fois en France et en Europe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ce mot de souveraineté, on l'entend énormément. La souveraineté, c'est nous permettre d'assurer 3 repas par jour. C'est ça la souveraineté. On a besoin de manger 3 fois par jour, on l'oublie parfois un peu. La souveraineté, ça passe... Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit par M. Blandinière et Philippe Mauguin. Ça passe par la compétitivité de notre agriculture. Je pense qu'on ne peut pas avoir de souveraineté alimentaire sans compétitivité. Pourquoi? Parce que c'est le consommateur qui décide in fine, et très souvent, il décide sur la base du seul prix du produit. On a un certain nombre de débats qui sont à la base des débats qui devraient être techniques et qui deviennent très politiques, voire polémiques, sur la capacité de soigner les plantes, sur la capacité à gérer de manière équilibrée la ressource essentielle qu'est l'eau, sur la prise en compte de la dimension européenne, vous venez de le rappeler, de ces enjeux. Alors, Groupama, c'est un assureur, c'est aussi une organisation professionnelle agricole. On a 30 000 élus qui sont sur le terrain, 30 000 élus qui sont à 80% des agriculteurs. Alors, par rapport aux chiffres rappelés par Akiko, on voit que c'est quand même un très bon panel. Et au sein de nos élus, on voit que selon les cultures, on a des céréaliers, on a des arboriculteurs, des vignerons, des éleveurs. La perception sur ces enjeux n'est pas la même. Il peut y avoir des débats, même des contradictions, mais je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen d'avoir des débats apaisés sur le sujet qui se basent, comme l'a dit Philippe, sur des considérations scientifiques. J'aimais bien ce que disait Étienne Klein hier à l'Agora ici. Il faut qu'on retrouve cette notion de vérité au-delà de postures polémiques, avec quelques principes qui me semblent, et ça, pour faire écho à ce que vous disiez, absolument essentiel. Premièrement, conforter le principe de la souveraineté alimentaire de l'Europe, et ça passe, c'est le bon sens, par n'accepter que des importations qui respectent nos standards. Qui peut comprendre que l'on soit plus exigeant avec nos agriculteurs?
Donc c'est des enjeux de la PAC, des enjeux du Mercosur. Et aussi, à nouveau, veiller à la compétitivité de notre agriculture, c'est un enjeu de souveraineté. Dans un marché concurrentiel, la compétitivité prix et hors prix est absolument essentielle pour toutes nos filières. Donc on a des questions d'organisation économique, mais aussi on a ces questions de règles du jeu équitables en France et en Europe pour nos agriculteurs. Gabriel Alpern, on a envie d'avoir votre regard, bien sûr, de philosophe sur ces contradictions, sur ces paradoxes actuels. Est-ce que finalement, ils ne sont pas tout simplement le reflet de notre société, ces paradoxes? Oui, alors, bonjour à tous. Effectivement, reflet des paradoxes de notre société et même reflet des paradoxes de notre humanité. Et c'est là où justement j'aimerais faire un lien entre la thématique de l'agriculture et la thématique qui a été choisie cette année pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, affronter le choc des réalités, parce que justement, il y a un lien particulier entre l'agriculture et la réalité. Et j'en veux pour preuve une phrase de la philosophe Hannah Arendt qui m'a beaucoup interpellée dans son livre, dans ses cahiers de pensée, où elle écrit que l'agriculture n'est pas seulement le plus ancien métier du monde, c'est aussi le plus sacré. C'est intéressant quand même qu'elle utilise ce terme, le plus sacré. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? Justement parce que l'être humain est peut-être un animal un peu différent des autres animaux. Les animaux ont une place très naturelle dans le monde, voilà, ils se meuvent d'une manière tout à fait naturelle. L'être humain, en fait, tout est un peu artificiel. C'est un peu comme si on était un animal étranger comme ça posé dans le monde. Et d'où justement l'importance de l'agriculture pour nous rattacher au réel, pour nous rattacher à la terre, à la nature. La culture de la terre, justement, nous permet de nous raccrocher au réel. Et si je dis ça, c'est parce que c'est un peu comme si nous l'avions oublié. C'est un peu comme si l'agriculture, finalement, était devenue une forme d'angle mort, voire un peu de mauvaise conscience de l'être humain. On est de plus en plus connecté au virtuel et de plus en plus déconnecté du réel. C'est assez étrange ces dernières années, par exemple, lorsque l'on parle de la réalité, on la part de plein d'adjectifs qualificatifs. Alors, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité alternative. Comme si finalement la réalité ne nous suffisait plus et on avait besoin de la parer de plein d'autres choses. Et je pense justement que c'est là où l'agriculture a quelque chose à nous dire. Et on en revient justement à la question des paradoxes. C'est que si notre rationalité était vraiment très utile pour pouvoir construire les sciences, comprendre le monde qui nous entoure, les phénomènes naturels, le problème c'est que notre rationalité s'est complètement rigidifiée au fil des siècles, au point qu'elle a transformé notre cerveau en usine de production massive de cases. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range nos voisins, nos collègues, notre conjoint dans une case. Il y a les start-upers, les agriculteurs, il y a les jeunes, il y a les seniors. Bon. En fait, on passe notre temps à ranger tout le monde dans des cases. Et le problème, c'est que ce faisant, on crée des frontières absurdes et artificielles entre les métiers, les secteurs, les générations. Et finalement, non seulement ces frontières absurdes et artificielles renforcent les fractures dans la société, mais en plus, elles nous conduisent à créer ces injonctions contradictoires. Et donc, alors il y a l'écologie, il y a la productivité, il y a l'économie, il y a la souveraineté, voilà. On passe notre temps justement à produire des cases qui finalement viennent évidemment en contradiction avec toutes les autres cases, parce qu'on a une manière tellement catégorielle de penser le monde, de penser l'agriculture, là c'est presque paradigmatique, que justement, on passe notre temps à produire des injonctions contradictoires. Donc toute la question, justement, va être comment est-ce que l'on va apprendre à se réconcilier avec la réalité et là, pour le coup, l'agriculture est particulièrement, j'allais dire, en tout cas, un exemple ou une illustration de... On pourrait peut-être justement apprendre à la penser autrement et à se dire qu'effectivement, à force de penser écologie d'un côté, économie de l'autre, en fait, on ne va pas aller bien loin. Voilà, donc effectivement, il va falloir apprendre à réconcilier ces mondes. Nadia, oui, bravo. On peut applaudir Gabriel. Merci. Nadia Samut, vous dites-vous alors qu'il faut dessiner l'assiette de 2040 en nourrissant à la fois le sol et le corps, c'est-à-dire réconcilier les deux. Expliquez-nous. Déjà, merci pour cette invitation. Moi, effectivement, je suis passée par le côté culinaire. Et ce que disait Gabriel, il faut déconnecter le cerveau de nos volontés en permanence. Là, on est quand même en train de parler de nourrir. On parle d'agriculteurs, mais en fait, la terre, c'est celle qui va nous donner les choses. La nature, le vivant, c'est à ça qu'on doit se reconnecter. On parle de compétitivité et tout ça, mais qu'est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de nous donner ? Et moi, je travaille sur ce qu'on appelle le futur souhaitable, le vertueux délicieux. J'essaye de comprendre toute la filière nourricière. Nous sommes tous des nourriciers.
Donc, je travaille effectivement dans les lycées agricoles déjà sur cette compréhension du nourricier, sur cette compréhension du ressenti que l'on a à nourrir cette planète. Il faut savoir qu'en fait, quand je suis arrivée dans les lycées agricoles, au début, on m'a dit « mais vous êtes sûr que vous allez leur enseigner les choses de cette façon ?» Je leur ai dit « en fait, aujourd'hui, si on veut parler de souveraineté, il faut réapprendre à manger sur nos territoires. Il faut être fier de ce que font les gens sur nos territoires. Il faut accompagner ce qui se passe. » Et moi, je suis passée par le pois chiche. Et oui, le pois chiche de la Méditerranée, on le connaît depuis la soca à Nice, la cade à Toulon, la panisse à Marseille, la farinata à Gênes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait. On crée des futurs, on crée des imaginaires alimentaires. Et pour ça, après, on va aller chercher les agriculteurs. Moi, j'ai travaillé sur la filière agricole dans la région sud. J'en suis très, très fière avec le lycée agricole de L'Isle-sur-la-Sorgue et Avignon. Les élèves ont eu envie de semer, de planter. Et de là, on est remonté à toute une histoire culinaire que je transmets aujourd'hui dans les écoles hôtelières et dans la restauration pour amener l'alimentation de 2040, puisqu'on la plante en 2025 et qu'on en connaît les bénéfices maintenant. Donc je crois que la souveraineté, elle appartient à toutes les branches de la filière nourricière. Il faut repenser aussi à retrouver des ateliers de transformation sur nos territoires, parce que sinon, les produits vont partir ailleurs. Donc il me semble qu'on doit avoir une discussion commune en tant que nourricier. Voilà. Alors justement, bravo. On avance déjà, c'est une solution après ce premier tour de table où on avait fait le constat finalement de la situation. Alors pour vous, Philippe Mauguin, il y a d'autres solutions également pour avoir moins de dépendance, moins de gaz à effet de serre, avec notamment cette diversification vers les légumineuses. Ça, c'est une idée qu'il faut explorer avec peut-être plus de végétal, moins d'animal. Quelle est la solution que vous proposez ? Les solutions. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit juste avant Nadia avec l'exemple du pois chiche. C'est vrai qu'on a des ressources qui sont des ressources intéressantes pour l'alimentation, qui peuvent être très bonnes, gustatives, parce que l'alimentation, ça doit aussi être du plaisir, et qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont bonnes pour le sol. Et donc, de ce point de vue, les légumineuses, c'est quelque chose de très intéressant. Le pois chiche rentre dans la grande famille des légumineuses. C'est des plantes qui vont contribuer à fixer une partie de l'azote atmosphérique et le fixer dans le sol. Donc ça amène un engrais azoté utile à la croissance des plantes qui n'est pas issu d'un prélèvement d'un azote chimique qui vient en partie de Russie, de Biélorussie, qui a un contenu carbone qui est très important, qui coûte cher aux agriculteurs. Et donc c'est là aussi, je rejoins ce que disait Gabriel juste avant, ça n'a pas de sens d'opposer écologie et économie, puisque quand on prend l'exemple des intrants, des engrais et les produits phytosanitaires, c'est des produits qui sont chers, enfin qui peuvent être très chers. La crise de l'énergie a vu une inflation qui a mis en situation très très difficile les agriculteurs sur ces produits, et ils ont un contenu carbone qui est négatif, c'est coûteux, c'est importé, c'est les problèmes de souveraineté, parce qu'on est dépendant, l'Europe est dépendante sur les phosphates d'Afrique du Nord, avec laquelle on a des bonnes relations aujourd'hui, mais pas forcément tout le temps. Sur l'engrais azoté, c'est beaucoup la Russie et la Biélorussie. Donc on a un enjeu de souveraineté, d'efficacité de carbone, à trouver des alternatives. Donc l'exemple des légumineuses, de ce point de vue-là, montre qu'une approche, on va dire, dite écologique ou agroécologique, en diversifiant les légumineuses, peut être bonne pour le sol, amener des engrais introduits dans la rotation et bonne pour l'alimentation. Alors sur la deuxième question que vous posez, tout est lié, hein, c'est quelle solution à moyen terme sur l'alimentation de la planète. Quand on sera à peu près 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050, entre 9 et 10, on va donc avoir besoin d'au moins 30% de plus d'alimentation. Et il faudra qu'elle soit fournie par les agriculteurs du monde avec un dérèglement climatique qui se sera encore accéléré. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui pour les agriculteurs de produire. Ça le sera encore plus demain. Et il faudra, je l'espère, avoir résisté à la déforestation, à la tentation de déforester davantage les terres. Donc c'est quand même un sacré challenge. Donc pour ça, on va avoir besoin des progrès de la recherche, et il y en a qui arrivent sur l'agroécologie, mais probablement d'une évolution des régimes alimentaires. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut arrêter l'élevage. On a besoin d'élevage pour avoir une agriculture durable. Le bio est un bon exemple. Le bio utilise des amendements organiques qui viennent de l'élevage. Par contre, à l'échelle de la planète, il faudra qu'on consomme moins de produits animaux. Il faudra consommer moins de produits animaux, plus de produits végétaux. Il y a un rééquilibrage à faire. Si on écoute les nutritionnistes,
en moyenne, il est recommandé d'avoir 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales dans la diète pour une personne à un âge moyen. On est plutôt à 65% de protéines animales en Europe, en Amérique du Nord. Si le monde entier, les 10 milliards d'habitants, consomment autant de viande en 2050 que les Américains, les Nord-Américains ou les Européens, là, je pense qu'on n'arrivera pas du tout à boucler l'équation alimentaire. Donc, il ne faut pas stigmatiser l'élevage, ça n'a pas de sens. Il faut accompagner aussi les éleveurs, y compris en France et en Europe, mais il faut assumer l'idée qu'on a besoin de diversifier, de rééquilibrer nos régimes alimentaires et qu'apporter des protéines végétales, ça sera bon pour notre santé, ça sera bon pour les agriculteurs, ça sera bon pour le sol. Nadia, justement, donc ces pois chiches, on peut en faire une base intéressante pour les préparations culinaires. C'est ce que vous faites aujourd'hui? Ah oui, pour moi, le pois chiche, c'est une des grandes bases. Je dis que c'est de l'or, d'ailleurs, dans ma cuisine. Pour revenir à tout ça, c'est qu'en fait, il faut être fier aussi de notre modèle alimentaire, reformer les gens et redonner envie. On connaît le pois chiche dans le houmous, dans le falafel, mais on ne connaît pas le lait de pois chiche. Moi, je trais du pois chiche tous les matins pour faire mon lait, et je fais des glaces, et je fais tout ce que je veux avec, en fait. Et c'est ça qui est fondamental, je trouve, aujourd'hui, c'est d'être dans cette sensibilisation, mais de donner envie, en fait. Et on est dans le pays, quand même, de la gastronomie, une gastronomie qui est connue à travers le monde. Alors, si on fait de ce pays un pays nourricier, de l'amont à l'aval, on aura un modèle de transmission qui aura considéré la nourriture du sol et celui du corps, il me semble. Thierry Blandinière, un des enjeux en tout cas, c'est d'embarquer également les agriculteurs dans ce qu'on peut appeler la transformation, le changement des sols. C'est une des solutions en tout cas sur lesquelles vous travaillez. Oui, d'abord, tout l'enjeu, c'est de reconnecter les agriculteurs avec le citoyen. Et donc, on a un rôle important, nous, parce qu'on passe un peu les messages en tant qu'acteurs économiques, et comment reparler à la société d'une agriculture compétitive, productive et durable. Comment faire passer ces messages aujourd'hui, c'est l'enjeu. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut avancer sur des solutions qui vont permettre de trouver une nouvelle agriculture qui coche toutes les cases. Donc, c'est un vrai défi, mais nous avons des solutions aujourd'hui. S'agissant, par exemple, des grandes cultures, on a ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, régénérative, qui prend en compte la qualité des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans un schéma de rotation de culture avec du blé, des légumineuses qui enrichissent le sol, etc. Donc tout ça, c'est comment embarquer tous les agriculteurs sur cette transformation. D'abord, il faut leur garantir que finalement leur production va être vendue à un bon prix. Ça, c'est notre rôle. Ça veut dire qu'il faut arriver à contractualiser sur le long terme pour financer ces transitions. Et ça, c'est l'acteur économique de mise en marché qui doit s'engager. Donc ça veut dire les sociétés agroalimentaires. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi peut-être que les politiques publiques évoluent pour nous aider à sécuriser le revenu de l'agriculteur qui s'engage dans ces transitions, sécuriser le risque en fait. Quelques chiffres. Donc sur 5 ans, on sait qu'un agriculteur qui change son modèle prend un risque de perte de revenus de 150 € l'hectare sur 5 ans. Donc comment créer un filet de sécurité pour le réassurer sur ce 150 €. Donc ça peut être le prix, ça peut être des politiques publiques, ça peut être aussi un système assurantiel qui s'engage aussi pour couvrir le risque et la volatilité. Donc les solutions, on les a. On va engager beaucoup d'agriculteurs. Les céréaliers, c'est essentiel en France, vous savez bien, pour changer de modèle. Et du coup, on va cocher toutes les cases. Donc on a beaucoup de fermes pilotes qui existent. Il s'agit maintenant d'embarquer l'ensemble des céréaliers dans cette transformation. Effectivement, donc Olivier Péqueux, donc vous avez mis en place des solutions pour réformer justement l'assurance des récoltes. Et c'est important d'accompagner les agriculteurs parce que, effectivement, comme le disait Thierry Blandinière, il y a cette volonté de faire ce changement, mais il faut qu'ils soient accompagnés. Oui, alors il ne s'agit pas juste d'accompagner le changement d'ailleurs. Enfin, ça semble une évidence, mais le métier d'agriculteur, c'est un métier très soumis aux aléas climatiques, aux aléas naturels. Bon, c'est une évidence de le dire. De plus en plus d'ailleurs. Mais qui vit dans le monde salarié avec ce risque d'avoir des revenus divisés par 3, par 4 ou complètement anéantis? Donc on a toujours eu besoin de cette assurance des revenus. Et pour accompagner les transitions, on voit qu'il y avait certaines pratiques qui diminuaient les risques, qui vont peut-être disparaître ou être atténuées. Donc il faut trouver de nouvelles solutions. Moi j'ai passé 7 ans en Chine à développer des solutions d'assurance agricole. Et je fais un lien aussi avec la souveraineté. Le gouvernement chinois a très bien compris que l'assurance agricole, c'est hyper important pour la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, c'est 20 milliards de dollars le marché de l'assurance agricole en Chine. C'est à peu près le niveau des États-Unis.
On est bien au-delà en proportion de ce qu'on fait en France. Donc on avait du retard sur ce sujet. Alors on a mené une réforme très ambitieuse et qui est, je pense, exemplaire en termes de partenariat public-privé ces dernières années, avec la mobilisation des assureurs, des réassureurs, des agriculteurs, de l'État. On est en train aussi de mettre en place un pool pour mieux mutualiser ces risques au niveau de l'ensemble de ces acteurs. Il y a des progrès. C'était à peu près 600 millions d'euros assurés en prime d'assurance en 2021. L'an dernier, c'était 900 millions. Donc on voit qu'on se rapproche un peu en ratio de ce que font les Américains et les Chinois. Et je pense que voilà, on vit dans un monde qui a pris conscience de cette nécessité de soutenir les revenus des agriculteurs à travers les cycles et pour accompagner ces transitions. Et bien sûr, on est là pour apporter des solutions, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais il y a des solutions qui se mettent en place de ce point de vue. Effectivement. Alors Gabriel Alperne, il y a également un autre enjeu, c'est bien sûr l'innovation. Enfin d'ailleurs c'est ce dont on parle déjà. Hein. Donc il faut repenser les circuits, les modèles à plus long terme finalement. Donc pour embarquer, on va dire, toute la filière dans le changement, comme on dit, de la fourche jusqu'à la fourchette. Il faut vraiment que tous les acteurs repensent justement leur rôle dans cette filière pour que chacun justement, et notamment ceux qui sont donc les agriculteurs souvent donc on va dire peut-être un peu plus défavorisés que certains autres partenaires de la filière. Il faut vraiment que les transformateurs, les fournisseurs, les industriels, tout le monde change véritablement de regard à la fois sur l'agriculteur et sur l'agriculture. Oui, et sur l'alimentation, puisqu'effectivement, tout est lié. Et c'est là où c'est important, parce que justement, l'agriculture, c'est pas seulement un secteur. Hein. Voilà, c'est un miroir de la société. Et la question de l'alimentation, en fait, est une question civique. Et c'est intéressant parce que le philosophe allemand Friedrich Nietzsche disait que tous les préjugés viennent des intestins. Et c'est intéressant parce que justement, l'alimentation, effectivement, peut faire naître des préjugés ou être le fruit justement de préjugés. Donc d'où peut-être une attention particulière à lui apporter. Moi, par exemple, j'étais vraiment choquée lorsque j'ai entendu l'année dernière, j'ai entendu parler donc d'une étude qui était menée auprès de jeunes Français. Et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes Français avaient du mal à distinguer entre les concombres et les courgettes. On se dit finalement, mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour que l'on en arrive là? C'est une phrase de Guillaume Gomez, donc l'ancien chef des cuisines de l'Élysée, avec qui j'ai écrit ce livre, donc Philosopher et cuisiner, qui dit, mais comment donner du sens à sa vie si l'on ne se préoccupe pas de son alimentation? Voilà, donc encore une fois, ne pas pouvoir distinguer les concombres et les courgettes, c'est un... Là encore une fois, je parlais du réel et du rapport au réel, hein. C'est ça le réel, c'est les concombres et les courgettes d'abord, hein. Donc c'est important. Et justement, pour répondre à votre question, il va falloir que nous apprenions à recréer du lien et des relations justement entre tous les différents acteurs. Peut-être du coup justement avoir peut-être une approche un peu différente de ce qu'est l'innovation. C'est le philosophe grec Anaxagore qui disait que dans la nature, rien ne naît ni ne périt, mais des choses existantes se combinent et se recombinent. C'est intéressant, cette définition-là de l'innovation. Finalement, la nature n'est ni une sage-femme, ni un croque-mort. Il n'y a pas de création pure, ni de destruction pure. En fait, ce sont des choses existantes qui se combinent, se recombinent. Donc, il faut repenser les liens. Et je vais vous donner un exemple très concret sur lequel je travaille depuis plusieurs années. C'est vraiment l'un de mes combats. C'est la question de l'alimentation, de la nourriture dans les maisons de retraite. On sait bien que quand on est une personne âgée, finalement, l'un des derniers plaisirs, c'est le repas, la nourriture. Et je ne comprends pas qu'il soit si compliqué d'imaginer un modèle économique pour pouvoir justement recréer le lien entre un EHPAD et des agriculteurs qui seraient finalement dans un rayon de kilomètres pas trop éloigné, pour pouvoir justement fabriquer de la bonne nourriture et proposer de bons repas. Et c'est intéressant parce que quand on veut, on peut. Et j'ai en tête quelques maisons de retraite qui justement ont vraiment travaillé étroitement avec des agriculteurs, ont noué, effectivement, ont contracté des conventions en circuit court, en circuit direct, de manière à complètement repenser la chaîne de valeur, à proposer des produits, enfin en tout cas ils achètent donc des produits bruts qui sont cuisinés sur place, et quand des directeurs de maisons de retraite me disent oui mais ça c'est beaucoup trop compliqué, ça coûte trop cher, voilà, eh bien non, par exemple là les directeurs de maisons de retraite auxquels je pense ont par exemple créé un restaurant qui est ouvert à tous, et donc qui permet en termes de relais économique de pouvoir assurer le bon fonctionnement de la nourriture. Et ça, c'est important parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a un vrai sujet, effectivement, de la question du prix
du prix et donc du coup de la valeur. Je trouve que ces dernières années, il y a eu vraiment une forme un peu de marketing politique autour du pouvoir d'achat, où finalement, bien acheter, c'est acheter pas cher. Et donc finalement, on a vraiment, comme si la nourriture n'avait pas de valeur. Voilà, il fallait toujours acheter le moins cher possible. Alors qu'on achète plus cher, par exemple, des produits virtuels, des téléphones, etc. Exactement. Et en parlant encore une fois avec ces directeurs de maisons de retraite qui ont eu un peu plus de courage que les autres et justement qui ont mis en place des circuits d'alimentation beaucoup plus sains finalement, me disent, bah non, en fait, ça nous coûte même moins cher, hein, puisque finalement, voilà, c'est de la bonne nourriture. La moitié de la nourriture en maison de retraite est gaspillée, mais nous, bah, finalement, non, parce que les personnes âgées mangent bien et sont heureuses de ce qu'elles mangent, donc la nourriture n'est pas gaspillée. Donc finalement, c'est vraiment toute la chaîne de valeur. En fait, il va falloir repenser les relations entre les uns et les autres pour pouvoir effectivement les assainir et en même temps que ce soit tenable d'un point de vue économique, social et territorial. Philippe Mauguin, vous vouliez réagir à ce que vient de nous dire Gabriel? Oui, bah, juste pour rappeler quelques chiffres, hein, on est aux rencontres économiques d'Aix. L'alimentation et les boissons en 1960, c'est plus de 40% des dépenses des ménages. Aujourd'hui, c'est 15,5%. Donc on a divisé. Tant mieux, d'une certaine manière, évidemment. On met plus de dépenses dans la santé, dans les loisirs, dans le logement, puisque ça, c'est quand même aussi une préoccupation pour les ménages aujourd'hui. Mais la part de l'alimentation, elle a considérablement réduit. Pour fixer les idées, pendant le Covid, une énorme progression. On monte d'un point, 1,5 point. On remonte à 18,5% de part des dépenses des ménages pendant la période du Covid sur l'alimentation. C'est tout de suite redescendu après. On est revenu à 17, à 16. Il y a l'inflation qui a pris une part énorme. Pour autant, malgré l'inflation, malgré la guerre en Ukraine, on reste à un niveau qui est hyper contraint. Donc tout le jeu d'acteurs qu'on évoque depuis le début de cette séquence, que ce soit les agriculteurs qui vendent à des coopératives, qui vendent à des entreprises de seconde transformation agroalimentaire, qui vont finir chez Leclerc, Carrefour ou autres, qui évidemment se bat pour livrer une alimentation à bon marché à des ménages qui sont en situation compliquée, y compris en France, tout ça est hyper contraint. Donc quand on dit on a des innovations intéressantes pour l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie, ça coûte 5% plus cher, on vous dit mais c'est pas possible. Thierry Bourdin, justement, alors sur cette question du prix. Sur les parties économiques, je parle du prix de la baguette de pain. C'est un marqueur important. Vous avez des grandes distributions qui servent de la baguette de pain comme le prix de l'essence pour dire moi j'ai une baguette de pain à 29 centimes. Je ne cite pas l'enseigne. Hein. Et donc du coup, on ne peut pas augmenter le prix d'1 centime, ce qui fait quelque part 50 € la tonne derrière de revenus supplémentaires pour l'agriculteur, parce qu'il y a un marqueur politique sur le pouvoir d'achat, sur la baguette de pain. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Donc Michel-Édouard Leclerc, je le cite, il faut qu'il change sa politique. Il faut qu'il change son discours, il faut qu'il arrête de se mettre le défenseur du pouvoir d'achat contre la chaîne alimentaire. Et ça, c'est essentiel. Donc il faut qu'il passe la main et qu'il change de braquet. Parce qu'il y a quand même une question aujourd'hui qui envahit les politiques publiques et quelque part le lobbying, qui fait qu'il faut toujours vendre la baguette de pain moins chère, parce que comme ça, chez Leclerc, on va démontrer que parce que la baguette de pain est moins chère, tout le reste est moins cher. Donc on est pris en otage, et ça, il faut le changer. Donc il y a un débat avec la grande distribution, pas les lois Egalim, un débat plus philosophique de dire comment vous nous accompagnez dans ces grandes transitions et comment vous changez vos marqueurs de prix. Voilà. Alors justement, pour continuer sur les solutions, vous avez mis en place de votre côté, Olivier Pequeux, donc pour les agriculteurs, des solutions pour les aider à diversifier leurs sources de revenus, avec des projets par exemple de méthanisation, de solaire, d'éolien, pour rendre l'agriculture plus verte. Vous avez également lancé un fonds de dette privée agricole pour financer justement les investissements, pour aider les agriculteurs finalement à avoir d'autres sources de revenus. Et on va donc vers cette hybridation qui est chère à Gabriel Alperme. Oui, alors évidemment, accompagner la filière agricole, ça prend plein d'aspects. Nous, on joue notre rôle au niveau de la gestion des risques. La production d'énergie, c'est une des solutions qui a 3 gros avantages. C'est des revenus complémentaires. C'est aussi un verdissement de l'agriculture qui est quand même pour 20% dans les émissions de CO2 en France. Et c'est un enjeu aussi de souveraineté. Tout à l'heure, il y avait la table ronde sur les énergies renouvelables. Je pense qu'un des messages clés, c'est qu'il faut additionner les choses et pas les opposer. Et produire avec de la méthanisation,
c'est recycler localement des déchets. On voit des monceaux de pain près des centres de méthanisation qui malheureusement voilà, sont plus consommables, mais qui servent à produire de l'énergie. Donc c'est des solutions très coûteuses. C'est des investissements importants. Une unité de méthanisation, c'est pas mal d'exploitations qui se mettent ensemble pour un investissement qui est de l'ordre de 5, 6, 7, voire plus millions d'euros. Et évidemment, il faut le financer, il faut des partenariats publics-privés pour stabiliser les revenus, mais il faut aussi être capable d'assurer. C'est très technique. On s'est mis en marche pour le faire et je pense que maintenant, on a un panel de solutions tout à fait adapté. Il y a la méthanisation, bien sûr, il y a le solaire. Tout ça, ça contribue à l'avenir de l'agriculture. Un autre point, c'est, vous parliez d'innovation. L'avenir de l'agriculture, ça passe aussi par l'innovation. L'innovation, ça nécessite des investissements. Et c'est pour ça que Groupama Asset Management a créé justement un fonds de dette privée dédié agro. Alors, pas tellement vers les agriculteurs, mais pour toute la filière agricole. Ça concerne tout ce qui touche autour de la production agricole et de sa transformation. On peut citer le domaine des semences, des tests phytosanitaires. Enfin, on a besoin de toutes ces innovations pour nourrir notre compétitivité. Tout ce qui touche aussi aux industries, aux équipements, à la chaîne de la distribution, locale ou plus globale, la logistique. Donc ces fonds-là, ces investissements, ils sont nécessaires aussi pour financer l'agriculture de demain. Et pour conclure, je crois que Thierry Blandinier, on m'a dit que vous étiez un grand amateur de rugby. Je pense qu'une des forces... Oui plus que ça. Une des grandes forces de l'agriculture française, c'est d'avoir une recherche, des universités de premier plan, des structures avec des coopératives, le Crédit Agricole, Groupama, très organisé. Donc je pense que voilà, un motto, ça pourrait être « Jouons collectif » pour le futur de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Alors justement, Thierry Blandinière, donc je ne sais pas si vous voulez répondre sur le rugby, mais en tout cas, pour les autres solutions à mettre en place, il y a pas mal de solutions sur lesquelles vous travaillez, par exemple faire coter sur Euronext un blé vert, avoir des usines d'engrais verts à base d'hydrogène, avoir de nouveaux logos, un logo Planet Score. Donc on voit que vous travaillez sur beaucoup finalement d'hypothèses en ce moment, beaucoup de solutions à mettre en place. En fait, il faut arriver à casser ce modèle du prix. Comme je disais tout à l'heure, on parlait notamment sur la baguette de pain. Il faut expliquer que quand c'est vert, c'est un peu plus cher. Il faut expliquer ça. Et qu'il faut démontrer que tel ou tel produit, parce qu'on a créé un label, par exemple sur le Planet Score, on arrive à démontrer, parler aux consommateurs, s'ils avaient un logo, voilà, Planet Score, avec un vert, rouge ou jaune, comme le Nutri-Score, ben vous faites du bien à la planète parce que vous achetez tel produit. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas encore à communiquer clairement vers le consommateur sur la différenciation des engagements dans la grande transition des agriculteurs. Donc il faut qu'on arrive à le marketer. Et le logo Planet Score peut aider, bon, il faut bien travailler autour de ça, peut aider notamment à avoir un marqueur de prix de produits différenciés. Il ne s'agit pas, comme le bio, de vendre 50% plus cher. Je pense qu'avec 5 à 10%, ça suffirait. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose, la baguette de pain, passer de 29 centimes à 34 centimes. Vous voyez, on parle de ça. Pour engager l'agriculture dans les grandes transitions, c'est quelques centimes pour la consommation. Il faut que la grande distribution s'empare du message et que les grands porte-parole de la grande distribution expliquent « Ma baguette à 34 centimes, elle est complètement décarbonée et elle est compétitive. » Donc voilà, et arrêtons la baguette à 29 centimes. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Et derrière ça, sur les commodités, l'enjeu, c'est de travailler à l'échelle, sont que des grandes quantités de céréales qui pourraient avoir un label green, qu'on pourrait faire coter sur Euronext avec un différentiel de prix 30-40 euros la tonne, par exemple. Et du coup, on envoie un marqueur très fort au marché mondial, puisqu'on est sur les commodités cotées, en disant, vous avez deux types de commodités. Les commodités vertes, labellisées, avec un Planet Score, et le courant. Et donc, vous allez voir qu'on pourra pivoter rapidement. Et il faudrait donc que l'Europe, la France, l'Europe s'empare du sujet. On travaille avec Euronext très vite, et qu'on arrive à coter à l'échelle ce blé vert. C'est possible, il suffit d'avoir 3-4 millions de tonnes pour commencer à avoir une cotation. Encore faut-il s'engager pour avoir ces 3-4 millions de tonnes, et c'est possible. Nous travaillons avec l'ensemble des agriculteurs, des céréaliers, notamment dans le nord de la France. Nadia Samut, alors comment vous voyez justement cette coopération qui doit se faire entre les différents acteurs de la chaîne, comme on disait, de la fourche à la fourchette? Moi, j'ai essayé de créer un modèle depuis une dizaine d'années, justement, de nourricier.
entre le lycée agricole dont je parlais, cette réflexion, amener la régénération des sols sur le programme Pois Chiche. Je me suis engagée, il fallait faire... c'était une utopie réaliste à cette époque-là et c'était financer l'infinançable aussi, c'est-à-dire ce moment de transition qui n'est pas si facile. Et puis ensuite, le transformer, donc réagir, créer des fabriques de territoire ou accompagner des fabriques de territoire dans la transformation. Et puis il y a cette partie logistique, transport, distribution. On peut être sur cette partie-là aussi. Il y a un vrai sujet, un vrai souci quand on a des petites fabriques ou des choses comme ça sur nos territoires. Et moi, j'ai réussi à faire engager un distributeur qui s'appelle Transgourmet, que j'ai accompagné dans la transition, d'abord dans la formation de tous ses collaborateurs, dans sa valeur nourricière aussi, puisque tous les jours, des commerciaux, des gens vont sur le terrain vendre de l'alimentation. Donc j'avais besoin de les ramener à cette chose-là. Et in fine, derrière, qui sont ceux qui achètent? Donc pour revenir à ce que disait Gabriel, moi aussi, les hôpitaux, les maisons de retraite, ce sont des choses qui me touchent, puisque c'est le quotidien. Un chef de cuisine comme moi fait peut-être 35 couverts par grand service parce qu'on fait de la précision à la pince à épiler. Mais en fait, je m'intéresse tous les jours à ce que le citoyen mange. Et quand j'ai eu envie de travailler avec Transgourmet, c'est aussi parce que derrière, il y a le groupe Coop qui avait un engagement très fort et qui avait envie d'opérer dans la transition, mais pas de manière juste de parole. Ils avaient envie de le faire de manière profonde. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je les accompagne et derrière, ce que j'ai décidé de faire, c'est donc d'aller travailler avec le groupe Accor, auquel j'ai proposé de la même façon de comprendre, de former ces nourriciers, ceux qui servent, ceux qui cuisinent tous les jours, à comprendre le produit qu'on allait amener, ce qui ouvre un panel beaucoup plus grand de petits fournisseurs, de petits producteurs, d'agriculteurs, à s'engager dans toute la filière. Donc il y a un vrai besoin d'engagement financier, c'est sûr, mais aussi sur la transformation. Quand on a lancé le Pois Chiche dans le lycée agricole, le trieur optique, il n'était pas du tout autour du lycée, il a fallu monter dans les Alpes de Haute-Provence. Ensuite, maintenant, on en a un à côté. Il a fallu faire cette rotation. Les semences, au départ, c'était difficile à trouver la bonne. Hein. Ici, sur le plateau d'Aix, on a le Pois Chiche du Roi René qui revient, sublissime. Et puis derrière, on a écrasé. Et en fait, il y a un truc là dont on n'a pas parlé, c'est le gaspillage alimentaire. Et il nous revient de donner le code, de faire société et d'amener aussi de la vision de transformation de l'aliment, ne rien perdre, tout utiliser. Tout est un produit noble dans le produit. Et pour moi, ça, c'est ce qui est important quand je pose des moulins maintenant dans les lycées agricoles. Et génial, on en parlera, pour transformer la légumineuse et autres. Et derrière, pour revaloriser chaque ingrédient qui sort de ce moulin. Voilà. Alors, on va passer dans quelques instants. Oui, bravo, on peut applaudir Nadia. On va passer dans quelques instants à vos questions. On a commencé à préparer des questions. Juste, je crois que vous vouliez rapidement... Non, mais c'était pour compléter les précédents témoignages. En fait, on a démarré notre échange en décrivant une situation qui paraissait un peu bloquée. Et ce qui est intéressant dans les témoignages, c'est qu'on voit qu'il y a quand même ça bouge. Donc tout n'est pas bloqué au niveau de l'Europe et de la France avec un monde agricole qui serait sur le reculoir face aux enjeux de la transition agroécologique. C'est vrai qu'il y a de la tension, il y a de l'inquiétude, mais à mon avis, on est dans le moment où il faut rendre visible ce qui bouge sur le terrain, sur les territoires. Donc votre expérience, elle est très locale, mais très intéressante. Et nous, on est aussi partenaire, il y a ce que tu fais avec InVivo, on est partenaire de coopératives dans les territoires. Je voudrais citer la métropole de Dijon, qui s'est engagée pour territorialiser ses approvisionnements dans toute la restauration collective, donc y compris les maisons de retraite, les écoles, etc., réintroduire des légumineuses avec la recherche, donc INRAE, on les accompagne. Et ça permet d'articuler l'engagement des agriculteurs, la transfo, les coopératives, les marchés. Donc il se passe des choses, ça bouge, et je pense qu'une partie de la réponse se fera dans les territoires. C'est comme ça qu'on va faire bouger le niveau global. Alors, juste avant de passer à vos questions, juste un dernier mot, Gabriel. Donc, finalement, en conclusion, il faut savoir hybrider les modèles, hein, donc modèle économique, modèle de compétences, avoir un pied dans plusieurs mondes. C'est d'ailleurs ce que dit votre dernier livre. Hein. Vous faites d'ailleurs une dédicace, je le signale, pour ceux qui sont intéressés tout à l'heure à 11h30, donc au stand à côté, au stand de la FNAC. Voilà. Donc, ce modèle d'hybridation est très important. Oui, exactement. Alors, par ce terme hybridation qui peut sembler peut-être un peu barbare, en fait, j'entends tout simplement cette idée de créer des ponts entre les mondes, de recréer des ponts entre les mondes. Et c'est particulièrement urgent parce que justement, il y a vraiment une méconnaissance d'un monde à l'autre. C'est un romancier japonais, Genzaburo Yoshino,
qui écrit dans son livre « Et vous, comment vivrez-vous ?», qui date donc de 1937, qui dit « Il est tout de même bizarre que ces hommes qui ont fabriqué la nourriture que tu manges, les vêtements que tu portes, la maison que tu habites, toutes ces choses essentielles pour ta vie, soient tous de parfaits inconnus. » Cette phrase date de 1937 et finalement on a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup bougé et que malheureusement toutes ces personnes qui fabriquent ces choses essentielles pour notre vie sont encore de parfaits inconnus. Donc, et le problème c'est que cette méconnaissance de l'autre est souvent mère de préjugés et grand-mère de mépris. Et donc justement, la question va être comment recréer des ponts entre les différents acteurs, producteurs et consommateurs. Effectivement, on a parlé de l'enjeu éducatif, mais effectivement, comment peut-être le fameux stage de troisième que tant de jeunes collégiens ont du mal à trouver pourrait être un stage dans une exploitation agricole. Ça devrait presque même être obligatoire. Cette question de l'hybridation, on le voit également dans les modèles économiques. Dans les modèles aussi organisationnels, on voit du co-farming, on voit de l'hybridation de compétences de plus en plus sous l'effet de l'arrivée de néo-agriculteurs qui justement viennent apporter des compétences un peu différentes et donc parfois justement renouveler un peu certains modèles. Donc justement, comme le disait très bien Philippe Mauguin, il y a beaucoup de choses qui se font. Je pense qu'il faut avoir confiance dans les agriculteurs parce que ce sont des expérimentateurs dans l'âme, ils ont l'habitude de faire avec l'imprévisibilité du monde. Donc effectivement, leur faire confiance et j'en terminerai avec une phrase d'Albert Camus que j'aime beaucoup, il dit... en gros, il est pardon, j'ai un énorme pardon. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui nous désespèrent autour de nous et voilà, celui qui nous désespère est un salaud et comme encore une fois il y en a beaucoup autour de nous, il est temps justement voilà, de retrouver un peu d'espoir et plutôt que de toujours se focaliser sur les choses qui ne fonctionnent pas, voir qu'il y a plein d'initiatives, effectivement, magnifique illustration, de choses qui se font. Donc voilà, regardons ce qui fonctionne et faisons en sorte que cela puisse se développer encore plus. Voilà. Merci beaucoup, merci Gabriel, on peut l'applaudir. Alors, il nous reste malheureusement peu de questions, on va prendre peu de temps pour les questions, on va prendre quelques questions, peut-être, si vous pouvez faire des questions assez courtes, vous présenter aussi, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Guyonnet, je fais partie du membre jeunesse et merci pour vos interventions, il y a plein de belles choses qui ont été dites. Moi je voulais revenir un peu sur le titre de la session, redonner un avenir, parce que un avenir ça se projette sur le futur mais c'est aussi prendre soin et prendre soin de l'environnement, donc ça a été abordé, mais prendre soin des hommes et des femmes qui travaillent et qui souffrent physiquement et mentalement. Chez les agriculteurs, il faut savoir que c'est l'une des professions où il y a le plus grand nombre de suicides, également de nombreuses maladies liées aux pesticides et voilà, tous les dérangements physiques liés à leur travail très dur. Alors ma question c'est comment accompagner ces hommes et ces femmes pour prendre soin de leur santé mentale et physique. Un mot de réponse très rapide. Oui, j'entends parfaitement ce que vous dites, mais il faudra que politiquement on assume la transformation de la ferme France. Voilà. Il faudra que politiquement, on explique qu'on doit changer. Et qu'il faut accompagner les transitions sociales aussi dans la transformation des tailles d'exploitation. Et partout, arrêter de rêver d'entreprises trop familiales, non rentables, qui stressent tout le monde et qui génèrent tout ça. Donc il faut avoir le courage de le dire. Il faut dire, voilà, ce modèle n'est plus viable, ça sera très difficile pour vous, on va vous accompagner. Donc c'est un plan social qu'il faut organiser au niveau de l'agriculture en Europe. Et il faut avoir la vérité, il faut parler aux gens, et j'en connais plein, et j'ai plein d'amis, hein, franchement, le terrain. Je suis né en Corrèze, vous savez. La Corrèze, c'est un petit pays de pauvres. Hein, okay, donc je vois très bien de quoi on parle, mais il faut leur parler directement, il faut dire, ce métier-là, bon, peut-être qu'il a existé, mais il sera dur d'exister demain, donc faisons autre chose. Voilà, je ne dis pas plus que ça. Mais Thierry, si tu permets, pardon, non, mais juste un point, parce que vous n'avez pas donné l'idée. On va prendre quelques questions. Juste quand même, pardon. Oui. Non, parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas vrai. Il y a ce qu'on se disait avec Olivier. Tu as des petites fermes qui vivent bien. C'est pas que les grosses qui vont s'en sortir demain et les petites. Il faut regarder la réalité des marchés. Il y a des petites qui marchent bien, et puis il y a des grosses, effectivement, qu'il va falloir accompagner. Alors, il nous reste très peu de temps. Votre question, allez-y. Si vous pouvez vous présenter, merci. Ouais, je crois que... Oui, bonjour, je m'appelle Ali Zaraoui, je suis commissaire aux comptes et j'ai juste une question en fait pour monsieur sur la loi Egalim. Parce qu'en fait, c'est ce qui consiste à dire qu'on met un taux de marge minimum de 10% sur certains produits et de plafonner les promotions à 34%. Est-ce qu'elle a vraiment eu l'effet escompté pour le fait d'assurer un revenu décent pour les agriculteurs? Parce qu'il y a certains grands distributeurs qui s'en plaignent dans celui que vous avez cité.
2 minutes. Non, je suis vraiment désolé parce que forcément, Là, quand je prends une position, forcément, il faut moduler un peu tout ça. Donc, c'est des prises de parole un peu comme ça, en 5 minutes, pour dire voilà le message qui est passé. Forcément, sur les petites exploitations, il y en a qui sont rentables aussi. Mais ce que je veux dire, il faut dire, il y a la réalité du modèle économique, vous voyez, qui est important. Petite ou grande, c'est pas le sujet. C'est quel modèle économique, est-ce qu'il y a un marché en face, est-ce qu'il est rémunérateur. Donc, pour faire le lien avec la loi Egalim, c'est assez simple. La filière laitière, aujourd'hui, s'en est bien sorti et je crois que c'est un bon deal. Tout a été respecté et le revenu des producteurs laitiers a été stabilisé. Personne n'en parle, mais ça fonctionne très bien sur la filière laitière. Sur les autres filières, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la transformation, c'est jamais du produit direct. Vous voyez, la baguette de pain, c'est compliqué. Parce qu'il faudrait rajouter ces 4 centimes et ce n'est pas la loi Egalim qui nous aide justement à favoriser notamment le revenu d'agriculteurs sur la partie céréale. Mais pour le lait, oui, ça a marché. Alors on arrive au terme de notre session. Akiko, un mot de conclusion, merci. Je vais vous dire juste 2 mots. Donc premièrement, le premier mot magique, c'est PAC de rugby. Je trouve que c'est beaucoup mieux que système alimentaire. Il faut faire PAC, il faut être ensemble, il faut coordonner. Le deuxième mot, c'est diversifier. Il faut des gros, il faut aussi des petits. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du Mercosur. Je vous rappelle aussi qu'au Brésil, il y a des gros et des petits. Et les petits, ils sont aussi très méfiants envers l'accord Union européenne-Mercosur. Donc il faut faire aussi peut-être penser à tous ces petits, diversifier nos comportements, manger un peu plus de fruits et de légumes, manger des pois chiches, du lait de pois chiches que je ne connaissais pas. Ça, on a compris. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. On peut pour les le rugby, applaudir. juste pour finir sur le rugby, donc je suis président de Brive, vous avez compris, et on va jouer à Aix bientôt, donc je vous invite au stade. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci 1000 fois.